Alors bonjour Jean-Claude Barny. Bonjour, Steve. Du coup, je voulais un peu revenir sur plusieurs aspects. Alors, on va pas aborder le film en lui-même parce que du coup, on fera ça après. Mais je voulais revenir sur plusieurs questions qui m'ont traversé l'esprit quand j'ai vu le film. La première concerne le public visé par ce film. Euh, Est-ce que c'est un film qui est adressé aux militants de la pensée décoloniale ou il est conçu comme une porte d'entrée vers la pensée fanonienne? Alors, je dirais que c'est un film qui a plusieurs grilles de lecture. Évidemment, la première, c'est fait pour des gens qui ont une conscience, tout simplement. Alors, soit une conscience aboutie, une conscience nouvelle, mais surtout, il s'adresse à porter une parole pour qu'on puisse avoir des armes, des éléments de développement pour aller beaucoup plus loin. Ce qu'on appelle dans le cinéma un film assez digeste pour qu'il puisse d'abord bien faire comprendre l'élément, c'est la pensée de Fanon, son histoire, et surtout la période dans laquelle moi je me suis inscrit. Mais je ne vais pas simplement faire un film de genre. J'ai essayé de mettre du cinéma, j'ai essayé de mettre mon engagement, mes propos, et aussi, principalement, je voulais que les gens qui aiment Fanon ne se sentent pas à moitié, toi qui n'es pas quelque chose qui dit, ah oui, mais c'est pas assez. Donc j'ai vraiment complexifié tout ça, et puis je pense que c'est un film avec beaucoup d'humilité, qui peut se lire avec beaucoup plus de temps que l'immédiateté. Vous savez, c'est le genre de film que plus vous le regardez, plus vous comprenez des choses. Donc il y a des choses qui sont diluées, qui vous paraissent simples au début, mais plus vous approchez, en tout cas, la façon de travailler des acteurs, de l'écriture, des décors, de la musique, il y a beaucoup de grilles qui font qu'à un moment, vous pouvez vous attarder à des choses qui vous remplissent par rapport à la première fois que vous le regardez. Ok. Justement, sur la question du choix de la période de la vie de Fanon, enfin, la vie de Fanon est extrêmement dense. En Mm. 36 ans, il a fait énormément de choses. Une de mes questions, c'était, vous en avez déjà parlé dans plusieurs interviews, mais je voulais que vous puissiez un peu le redire ici pour Zotelli, c'est pourquoi avoir choisi de mettre à l'image le Fanon qui arrive à Blida, le Fanon médecin, plutôt que le Fanon, par exemple, qui découvre la négrophobie quand il arrive en C'est bien France. parce que je regarde que tu veux. Oui. Mais je peux te regarder des fois, pas du tout. Faut que je reste toujours le centre. Non. Bah, je suis à peu près au même niveau, donc D'accord. Euh, il n'y a pas de souci. non, 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 tu as raison. C'est aussi pour moi rappeler que je suis d'abord un cinéaste, Hum. que je ne suis pas un historien, ni un politique, ni quelqu'un qui a une sorte d'aventure, en tout cas scientifique. Ce qui me plaît, moi, dans mon travail, c'est justement de rendre les choses digestes, de faire comprendre aux spectateurs qui ont envie de ce genre de film qu'on peut faire un film à la fois distrayant, attrayant, sans perdre une once de l'engagement. Et quand je prends cette période, c'est pour vraiment la contextualiser. C'est-à-dire, je prends quelque chose de très fort cinématographiquement parlant et j'essaie de la remplir de tout ce que je peux comme élément. Si j'aurais pris beaucoup plus large, et comme tu l'as dit, c'est un personnage en transition qui a eu plusieurs vies, à Lyon, pendant la Seconde Guerre mondiale. Tu vois, ça a été très complexe et je sens que j'aurais dilué son message. Tandis qu'en restant focal sur l'indépendance de l'Algérie et surtout là où il a rencontré son destin, parce que c'est ça qui est important, c'est à quel moment Fanon devient Fanon. Et il devient un moment qu'il commence à comprendre qu'il a un jeu très important qui se joue sur la colonisation et que lui, tout ce qu'il a appris, petit-fils d'esclave, personnage qui a aussi connu la colonisation postcoloniale, il vient chargé de quelque chose, de tout son background. Et quand il voit devant lui ce que la colonisation française fait au peuple algérien, il y a un miroir. Et là, je pense que Fanon devient Fanon, et c'est surtout à la période où il écrit son livre, Les Nés de la Terre. Donc ce livre est inscrit dans le temps réel, et pas dans quelque chose de posteriori. Oui, Donc je prends vraiment cette période comme une sorte de laboratoire pour à la fois expliquer ce qu'a fait la colonisation française en Algérie, mais qui développe aussi la pensée de Fanon. ok. Justement, en parlant de la pensée de Fanon, il y avait une question que je voulais poser comme ça. C'est Peau noire masque blanc ou les damnés de la Terre? De mon choix, Oui. bah, je dirais que Peau noire masculin a été un déclencheur chez moi. Ça a été le premier livre que j'ai lu quand j'avais 16 ans. Et ce livre, quand j'ai lu, j'ai eu une nouvelle grille de lecture dans mon conscient. Ma psyché, elle a changé. C'est-à-dire, j'ai compris que finalement, que tout ce que la façon dont on me regardait n'était pas forcément quelque chose qui devait m'induire et m'attaquer, mais quelque chose sur lequel je devais changer le regard des autres. Et si je devais changer le regard des autres, il fallait que je me change aussi, que je me comporte différemment. Dans Peu d'Obscurement, c'est que vraiment, ça m'a aidé à mûrir et surtout à trouver chez l'autre ce qui pouvait être dérangeant. Et les donataires, plus tard, je l'ai eu beaucoup plus tard, ça m'a aussi enfin, j'ai pris conscience des donataires quand j'ai compris aussi que la lutte n'était pas simplement dans ce qui était à l'époque racial, mais qui était social. Mhm. Et c'est là que j'ai fait un basculement entre regarder les gens par rapport à leur couleur de peau, par rapport à leur ethnie,
mais finalement de regarder les gens par rapport à d'où ils venaient culturellement parlant, et que finalement, la grande question que laquelle à 19 ans, 25 ans, je me posais, c'était comment on peut nous influencer et qui étaient ces gens qui nous influençaient. Et c'est là où j'ai compris que c'était le capital, qui avait besoin de hiérarchiser d'abord les races, hiérarchiser le statut social et puis tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment deux basculements différents entre Ponant basculement et les de la Terre. Un des messages du film, enfin, et qui est emblématique de la pensée fanonienne, c'est de dire que la colonisation a autant d'impact sur les colonisés que les colons. Et justement, dans le film, vous mettez en scène le sergent Roland, qui est devenu, en plus, j'ai vu qui a été beaucoup discuté dans les critiques, justement, qui est vraiment, qui a cristallisé un peu toutes les discussions. Vous en pensez quoi, vous Bah, c'est là où je pense il y a encore beaucoup d'espoir dans la pensée de Fanon, parce que ceux qui pensent qui ont fait le tour, on remet quelque chose devant maintenant. C'est que les gens pensent que Fanon, c'était quelqu'un qui a été très clivant sur l'anticolonialisme. Il a développé autre chose qui s'appelle l'aliénation. Cette question n'a jamais été abordée. La psyché chez l'individu qui a été colonisé et qui a été, et qui a été colonisé et qui est chez les colons n'a jamais été abordée. Et Fanon, à un moment, il parle de ça. Enfin, tout son récit tourne autour de ça. Comment on peut se désaligner d'un rapport entre colons et colonisés. Et dans ce film, quand je m'adresse à Roland, je m'adresse à ceux qui nous ont colonisés, à ceux qui nous colonisent. C'est de quelle façon vous voulez vous survivre à quelque chose qui vous tue de l'intérieur. Et quand j'aborde Roland et j'essaie de le déstructurer, de lui faire comprendre ce que le trait de Fanon agit sur lui, mais il faut que ce soit positif. Sinon, c'est fini. Si je mets le trait de Fanon et vous à l'échec, ben, il n'y a plus de Fanon. Donc pour moi, il était important de montrer que la façon dont Fanon a travaillé l'esprit de Fanon, pardon, je comprends. C'est important pour moi de montrer que la façon dont Fanon a travaillé la psyché de Roland, il y avait un résultat. Il a baissé les armes. Et ceux qui sont malheureusement pas dans cette dynamique-là, c'est qu'en fait, c'est la haine qui les nourrit. C'est pas le travail de la décolonisation, c'est la haine de l'autre qui les nourrit. Donc ils se servent de la haine de l'autre pour enchaîner leur haine. Donc finalement, il n'y aura pas du tout de sursis. Et je pense même que c'est même ce trait-là de haine qui les fait survivre. Mais ce que je veux dire, Oui. c'est qu'il n'y a pas de finalité dans leurs travaux ou dans leur combat. Le combat réside que parce qu'il y a quelqu'un en face qui fait qu'ils existent. Et non pas de détruire ou de déconstruire le combat dont ils sont menés. Ouais, justement, C'est complexe, mais en fait, c'est ça, Fanon. C'est qu'il faut vraiment comprendre qu'on ne peut pas rentrer comme ça dans n'importe quel combat, ni militantisme, sans avoir d'abord fait une désaliénation. Parce qu'on rentre dans ce combat avec toute notre psyché, enfin toute notre psyché qui est celle qu'on nous a éduquée. Tu vois, on peut pas. Tu vois, il y a un moment, il faut vraiment comprendre que ce qu'on nous a éduqué, ben, il faut l'enlever. Oui, Et ça ne s'enlève pas en claquant des doigts. Déconstruction. Absolument. Et justement. Il a raison. Oui, on parle de la déconstruction finalement. Et vu qu'on parlait. Mais dans cette déconstruction, c'est le désaliénement. C'est pas. Enfin, se déconstruire, c'est changer parfois d'environnement. Mais tu peux changer d'environnement et rester ce que tu es. Mais tu changes d'environnement, mais il faut se déconstruire psychiquement. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ton esprit, comment tu le déconstruis. Pas que le physique et la socialité dans lequel tu es. Oui. Et justement, sur la question de la déconstruction, de l'aliénation, alors ça m'a un peu surpris quand j'ai lu un peu les critiques par rapport au film, c'est la place de Josie Fanon. Alors déjà, il y en a qui s'étonnaient que Josie soit blanche. C'est tout. Alors, ce qui est étonnant, moi j'adore. Et donc, ce qui a été aussi critiqué, c'était la place qu'elle prend dans le film. Vous répondez quoi à ces critiques? Ce que je réponds d'abord en premier plan, c'est que Fanon, c'était quelqu'un qui était extrêmement progressiste. Donc l'idée, c'est aussi de lui rendre ce qui était... Enfin, c'est de rendre à Fanon ce qu'il était réellement. Et je pense que si, dans le temps où les historiens, ceux qui ont fait le travail sur Fanon, ont complètement effacé Josie, c'est parce qu'on était dans un rapport très patriarcal, quoi. C'est-à-dire qu'on a effacé complètement Josie du rapport et du lien qu'avec France Fanon. Et je pense que c'est juste lui rendre hommage, de la réintégrer comme il se doit auprès de lui. C'était sa femme, c'était aussi quelqu'un qui avait énormément de conscience, c'était une vraie militante, et ne dépendait pas de Fanon dans sa conscience, c'est quelqu'un qui allait vraiment au combat, qui avait vraiment, depuis même la rencontre de Fanon, qui était vraiment très intéressé par les questions de décoloniales, qui était intéressé sur l'individu, et que moi, j'ai juste remis Josie à l'endroit où elle était. Et puis le rapport que nous avons construit entre le couple, Josie et Fanon, c'est un rapport amoureux, c'est un rapport de n'importe quel individu universel et de femmes dont qui forment un couple. Et puis j'irai peut-être plus loin en disant que ceux qui à un moment sont surpris que
Fanon, qui était dans une lutte décoloniale, donc contre un oppresseur qui se voulait occidental, épouse une femme et blanche. Il n'a pas épousé une femme blanche, il a épousé d'abord un être humain. Mhm. Et c'est ça qui est très drôle, c'est que ceux qui voient en jeu une femme blanche, c'est là où je dis, ah, là, il y a vraiment quelque chose à reconstruire dans votre cerveau. C'est d'avoir une femme dans laquelle il a trouvé l'amour, quoi. Oui, ça rejoint un peu la pensée de Fanon, de Mais c'est penser l'humain. absolument, c'est penser l'humain avant sa couleur de peau. Et alors, je vais pas prendre plus de temps, mais j'avais deux questions quand même. Je voulais. C'est pas des fausses questions que tu poses là. Hein. Non, c'est pas des fausses questions. Hein, tu es dans la petite polémique. Non, c'était des petites interrogations. Mais tu as raison, tu as raison. Et alors, avec le travail que vous avez fait sur Fanon, je voulais, parce que vous êtes guadeloupéen aussi, je voulais avoir votre positionnement par rapport entre la relation que Fanon avait avec Aimé Césaire, notamment au niveau de l'indépendance, sur la question de l'indépendance des Antilles. Vous vous situez où, vous, par rapport à tout ça, à tout ce travail sur la négritude? Alors, moi, je me situe comme un observateur de mon temps. Voilà. Je ne peux pas... vous savez, quand Fanon, en tout cas, quand Césaire prend une position pour la départementisation, c'est qu'il sait très bien que c'est peut-être la seule solution pour nourrir son peuple. Et si Fanon, lui, il est plutôt pour une indépendance sec et dure, c'est aussi un autre regard. Donc, je ne pense pas qu'il y avait deux... Ils n'étaient pas en confrontation. Il y avait peut-être deux directions à prendre. Le choix était fait par Césaire, parce il était aussi aux manettes à l'époque. Mais je ne pense pas qu'il faut aujourd'hui les juger, les mettre dos à dos. C'est plutôt deux grands hommes qui ont compté dans cette époque-là, deux grands intellectuels. Et je pense au contraire, il faut essayer de les rapprocher, de dire voilà, il peut y avoir deux visions. Et je pense que c'est voilà, deux personnes qui se respectent, deux personnes qui se respectent énormément, et puis pour moi, c'est pas vraiment utile d'aller chercher une opposition, et au contraire, je trouve que c'est vachement nourrissant de puiser chez eux tout ce que nous pouvons prendre pour mieux avoir des éléments d'aujourd'hui, hein. Ça c'est sûr. Et une autre personnalité qui est souvent associée à Fanon, c'est Malcolm X. Ouais. Notamment sur la question de la violence. Alors, je voulais avoir une position, sachant que je donne un petit peu quelques éléments de lecture. Selon moi, ils n'avaient pas la même vision de la question de la violence. Fanon expliquait que la violence découle du fait qu'il n'y ait pas de solution politique qui soit apportée à une violence coloniale, alors que Malcolm X, lui, il a prêché comme une lutte armée, une violence. Exactement, une arme militante, presque militaire en fait. Absolument. Non. Alors moi, en tout cas, le film que je propose, c'est vraiment à travers Fanon. Même si parfois, je pense que Sartre a beaucoup contribué à essayer de faire de Fanon un être violent, ultime, hein, et non pas que par la lutte armée, c'est-à-dire un être violent par essence, quoi, par physiquement. Et que je pense que c'était aussi une caricature que lui avait de l'homme noir, tout simplement. Je pense que Fanon, lui, au contraire, prêchait une violence qui désarmait la violence. C'est une violence qui se retourne contre celui qui est violent, et non pas une violence qu'on jette à l'autre. Et ça, dans le projet pédagogique et filmique que je propose, j'essaie de le montrer, que c'est d'abord un médecin psychiatre. Donc, du coup, il a une analyse très intellectuelle et analytique de la situation, et puis il essaie vraiment d'apporter quelque chose qui doit changer radicalement. On ne peut pas changer quelque chose radicalement par une violence. On va brûler un terrain, mais derrière, il va falloir reconstruire quelque chose. Donc, le propos de Fanon, c'est justement de permettre à celui qui est violent de se désarmer pour offrir autre chose, pour s'offrir autre chose, et que cette violence le détruit de l'intérieur. Donc c'est vraiment en tout cas, dans ce que moi je propose de Fanon que j'ai compris, cette proposition. C'est aussi la lecture qu'avait Alice Cherki, surtout, qui est mise en scène dans le film, surtout, et qu'elle a ensuite expliqué dans sa nouvelle préface de absolument. Donner de la Terre. Absolument. Je voulais poser une dernière question, notamment vis-à-vis de tout ce qui est revenu après la publication du film. C'est en fait, qui sont les héritiers de Fanon? La question des héritiers. Beaucoup disent que les héritiers sont les Algériens, d'autres disent que ce sont les Antillais. La vérité sûrement entre les deux. Mais vous, quand vous avez fait ce film, vous étiez dans quel état d'esprit par rapport à ça? Alors, quand j'ai fait ce film, en toute transparence, j'étais dans un état d'esprit qui venait juste après le 11 septembre. Je ne sais pas le 11 novembre, c'est le 11 novembre ou le 11 septembre. Je vous dis, quand les avions sont crachés, septembre. J'étais dans un état d'esprit du 11 septembre. Et il y avait une sorte de vague très violente d'islamophobes sur lesquelles, très clairement, je me sentais concerné.
Il y avait quelque chose qui me dérangeait dans le rapport qu'on avait avec notre population venant du Maghreb. Et je l'ai senti vraiment violemment. Moi, parce qu'évidemment, je l'ai senti dans mon corps bien avant, en tant que noir. Et je voulais vraiment apporter ma pierre à l'édifice et faire comprendre qu'en fin de compte, qu'on ne peut pas juger quelqu'un, culturellement parlant, par rapport à des a priori. Et quand j'ai pensé à Fanon, voilà, je me suis dit, voilà, je pense que le prochain film que je pourrais faire, c'est essayer de construire un film sur lequel un homme noir pouvait aussi apporter sa contribution à une sorte de discrimination très précise sur une culture. C'est comme ça que j'ai pensé Fanon. C'est vraiment essayer, en tant que cinéaste, apporter quelque chose, un outil de compréhension. Et, euh, et je l'ai aussi, parce que Fanon, c'est quelqu'un qui m'a toujours habité depuis mes 16 ans, et je voulais aussi mieux faire partager la pensée de Fanon. Et je pense que je voulais aussi que les Antillais retrouvent leur personnage. Je voulais aussi on se raccapare et qu'on comprenne qu'à la fois, on avait aussi une, une force qui n'est pas tournée que sur notre région, mais qui peut s'extérioriser sur le monde, sur la pensée mondiale, comme aussi le disait Glissant, le tout monde. Et c'était une évidence, quoi. Au bout d'un moment, c'était évident que j'avais trouvé le bon temps, enfin, toi, la bonne structure. Voilà. Et donc, pour répondre à ta question, est-ce que Fanon appartient aux Antilles ou au peuple algérien? Je pense que le peuple algérien et a été le premier à reconnaître Fanon pour ce qu'il lui a offert. Et je pense que ce peuple a offert au monde, ce peuple algérien a offert Fanon au monde. Il a permis d'être reconnu mondialement, ça c'est évident. Et que c'est à nous maintenant de nous en saisir, peuple antillais, de lui rendre hommage et faire comme l'a fait l'Algérie, de le célébrer, de lui rendre hommage et de le rendre aussi populaire que l'a été Malcolm X, comme tu disais tout à l'heure, chez nous. Merci Jean-Paul Barny. Merci.